Bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière journée du Salon TechScare France qui tient donc sa première édition cette année. Je vous accueille sur la première table ronde de la journée qui est consacrée à la gestion de l'eau et des énergies, un incontournable évidemment pour votre sobriété énergétique. Et pour nous accompagner sur cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs experts et une caution féminine en plus, d'entre eux va arriver avec un petit peu de retard. Donc on l'excuse et elle se faufilera discrètement. Je vais vous demander de vous présenter. On va faire un petit tour de table rapidement pour dire qui est qui. Donc je vais commencer par Monsieur Straub, qui bénéficie donc d'un interprète. Oui, merci pour ces mots d'accueil. Effectivement, c'est un sujet éminemment intéressant et j'attends avec beaucoup d'intérêt le résultat de cette table ronde. Moi-même, Helga Straub, je suis directeur général pour la VDMA, TechScare et Fabric and Technologies, et nous représentons notamment les constructeurs de machines ici, pour toute la filière TechScare et aussi les machines pour les procédés textiles, c'est-à-dire la fabrication de vêtements et des textiles techniques. Et c'est un grand salon de Messe Francfort, TechScare. TechPose à Francfort, oui. Et ça me fait plaisir d'être à Paris maintenant pour opérer sur le marché français en quelque sorte. Dankeschön. Stéphane ? Oui, bonjour. Moi, c'est Stéphane Sanker. Je fais partie de la société Christens, donc fabricant de produits lessiviels. Et je m'occupe de la partie eau énergie. Stéphane, si tu peux juste... alors, police du micro, pardon. Donc, quand vous parlez, tenez bien le micro près comme ça de votre bouche, sinon on n'entend pas. Et sur le menton, c'est pratique, ça évite des variations de son comme ça, où on entend et on n'entend plus. Voilà. Donc, je recommence. Donc, Sanker Stéphane, donc, je fais partie de la société Christens depuis 20 ans, fabricant de produits lessiviels. Et moi, je m'occupe de la partie eau énergie depuis 10 ans. Voilà. Très bien. Et Thomas ? Bonjour à tous, Thomas Labruni. Je suis le fondateur et le président d'une entreprise qui s'appelle Bulle de Linge, qui est leader français sur le secteur de l'entretien du linge des résidents de maisons de retraite. Donc, le groupe fait aujourd'hui 750 personnes. On a 13 usines en Suisse, Espagne, France et Belgique. Merci messieurs. Et donc nous accueillerons tout à l'heure Laure Maricio. Je la laisserai se présenter à vous. Alors la crise énergétique, la raréfaction des ressources fossiles, l'urgence climatique, bien évidemment, tout ça, ce sont des sujets d'actualité et la gestion de l'eau et des énergies aujourd'hui pour le secteur de l'entretien des textiles est au cœur des actions en faveur de la sobriété énergétique. Donc se mobiliser pour des solutions concrètes, c'est possible. On va en parler donc autour de cette table ronde. Et nos intervenants vont présenter des perspectives, des retours d'expérience pour s'engager et avancer sur le sujet. Donc la première question que je souhaiterais vous poser, elle est un peu connotée chiffres. D'hier à aujourd'hui, est-ce que c'est possible de poser quelques chiffres et des ratios caractéristiques des progrès qui ont été effectués en matière de gestion de l'eau et d'énergie? Je vais poser la question à Stéphane pour commencer. Alors oui, effectivement, l'eau, ça a été un sujet majeur de ces 10 dernières années. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, on parlait de blanchisserie à 15 litres par kilo en tunnel de lavage et plutôt 25 en laveuse. Aujourd'hui, on est plus sur 3 litres, entre 3 et 5 litres sur les tunnels de lavage. Et en laveuse, on arrive à descendre facilement en dessous de 15. Et selon le textile, peut-être 10, voire moins quand on fait de la récupération. Donc ouais, il y a une énorme évolution et un impact sur notre travail au quotidien
de faire diminuer l'ensemble des énergies pour laver le linge. Thomas ? Alors, je reprendrai le début de ta question. En préambule, c'est la première chose qui permet des réductions, c'est la mesure. Je crois que mesurer, c'est progresser, comme disent tous les gens dans ce type d'activité. C'est-à-dire que c'est parce que les professionnels se sont mis sérieusement à mesurer leur consommation que déjà le fait de mesurer, on les contrôle. Et le début de la progression et de la diminution, c'est d'abord le contrôle. Après, la technologie est venue se mettre là-dessus. Vous évoquiez effectivement les tunnels de lavage qui ont permis des systèmes de récupération, etc., qui ont fortement baissé. Et puis en laveuse, également sur des optimisations de programmes. Mais je crois qu'on ne doit pas oublier qu'avant tout, la première des choses, c'est aujourd'hui, c'est de savoir, d'être en capacité déjà de savoir combien on consomme et de se fixer des objectifs par rapport à des valeurs cibles et en permanence d'essayer de comprendre quand on est au-delà de ces valeurs cibles. Et après, effectivement, on a un travail avec, j'allais dire, les fournisseurs de produits chimiques plus les fabricants pour derrière voir comment on peut optimiser. Il y a des technologies qui sortent. On parlera évidemment, je pense, de toute la récupération d'eau qui est un élément très important. Et puis sur les autres énergies aussi, sur la paie électricité, gaz, comment est-ce qu'on peut aussi optimiser nos consommations ? Monsieur Straub ? Oui, effectivement. Je voudrais dire en liminaire que cette branche, Textile Care, c'est une des premières filières qui d'elle-même a beaucoup travaillé là-dessus, c'est-à-dire une sobriété énergétique et ne pas mettre trop de chaleur, etc. Car effectivement, c'est dans l'intérêt des utilisateurs de faire une réduction des coûts. Et un bon exemple à cela, pour voir un peu quelle a été l'évolution ou ce qui est possible, c'est justement les machines à laver domestiques. Et là, nous avons la possibilité de choisir entre des machines qui sont très économes en énergie. On connaît les signes et les labels A++, mais il y a aussi des machines qui sont classées C ou D. Et souvent, nous, en tant que consommateurs, on maîtrise cela. Est-ce qu'on veut économiser l'énergie? Et pour cela, il faut investir dans les technologies. Mais il s'avère aussi que les technologies rendent beaucoup de choses possibles. Mais ça coûte. Et nous avons aussi ces exemples ici sur place. Et il a été demandé combien de pourcents, etc. Un bon exemple, c'est l'exposé sur le stand à côté de la société Fight. C'est une machine pour repasser des chemises. Et cette machine économe plus d'un tiers d'énergie de plus que les modèles précédents. Et ça a été dit, il y a une évacuation de la chaleur, mais sous forme de récupération. Et on le voit partout sur les stands ici, ce qui est possible aujourd'hui. Mais c'est toujours une question de prix. Est-ce que le client est prêt à mettre le prix qu'il faut? Il y a un autre point qui a été évoqué déjà, c'est évidemment le sujet de la digitalisation et ça ouvre encore d'autres horizons de possibles. Merci. Alors justement, on en parle. Alors oui, il y a une logique bien sûr d'investissement. Aujourd'hui, on sait très bien qu'à travers les innovations technologiques, on peut accéder à des réductions de consommation énergétique et de l'eau. Bien sûr, tout cela a un coût, mais là, je vais prendre la question à l'envers. Quelles conséquences en matière d'économie on peut mesurer? Toi, par exemple, Thomas, dans tes usines,
Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça peut représenter sur le plan économique, financier? Alors, sur le plan économique, il y a deux choses, hein. Il y a l'aspect de l'eau et après, on verra l'aspect, évidemment, du gaz et de l'électricité. L'eau, de toute façon, au prix aujourd'hui du mètre cube, alors ce que ça peut représenter, sachant que les mètres cubes, on ne les paye pas de la même façon sur les différents territoires. Aujourd'hui, on peut chiffrer qu'on peut facilement, non, il y a des technologies de récupération, de systèmes de récupération d'eau qui nous permettent d'économiser à peu près 30% d'eau. Bon. Donc, on peut facilement, effectivement, si on était, je rejoins les chiffres, si on était sur des laveuses, on est plutôt sur des consommations de 12-13 litres par kilo. Donc, on peut facilement faire le calcul si on arrive à économiser ou à récupérer 30% de l'eau. Ça pose d'autres problèmes que peut-être on évoquera sur toutes les problématiques de concentration des rejets. Et là, évidemment, après, de toutes les négociations qu'on peut avoir avec les stations d'épuration, puisque quand vous concentrez les effluents, vous avez d'autres problématiques et d'autres coûts qui se rajoutent à ça, mais ça, c'est un autre débat. Sur l'aspect électricité et gaz, alors, en ce qui concerne la blanchisserie, on est davantage en consommation de gaz qu'en consommation d'électricité. L'électricité servant pratiquement à faire tourner nos moteurs et le gaz étant fortement consommé, notamment pour toute la partie du séchage. Là, effectivement, je crois que c'est là où on a les plus gros axes de travail. Alors, l'électricité, nous, on teste en ce moment des panneaux solaires. C'est très bien, ok. On peut mettre des panneaux solaires. Aujourd'hui, celui qui va installer des panneaux solaires en France, il se heurte au mur du coût et de la récupération de l'investissement, puisque nous, on a chiffré à peu près des taux de retour sur investissement de l'ordre de 10 ans. Donc à 10 ans, c'est le temps qu'il vous faut derrière pour devoir renouveler vos panneaux qui sont eux-mêmes hors d'usage. Donc c'est pas très intéressant. Et on a la chance d'être en Espagne où le marché est beaucoup plus mature et on a des taux de retour sur investissement qui sont de 3 ou 4 ans. Donc là, à 3 ou 4 ans, le système devient intéressant. Donc le panneau solaire est une solution là pour abaisser évidemment de façon très importante les consommations électriques, d'autant plus que depuis des nouvelles dispositions législatives, vous pouvez autoconsommer votre énergie, ce qui n'était pas le cas avant. Vous autoconsommez votre énergie produite et vous revendez le surplus et vous rachetez en cas de manque. Donc ça a vraiment fait tourner le business model du panneau solaire. Après, il y a les problématiques de gaz et là, je dirais que c'est vraiment l'endroit où on est le plus en retard en France. C'est le travail, enfin en France et globalement dans la profession, c'est pas simplement en français, c'est tout le travail lié aux économies pour finalement le séchage du linge qui reste la partie la plus dépensière, la plus énergivore exactement. Et là, c'est pas l'électricité dans une blanchisserie industrielle qui viendra vous solutionner le problème. Les installations deviendraient démentielles et le temps. Et le temps aussi nécessaire. Alors, on nous parle de pompe à chaleur, ouais, ok, mais encore une fois, quand vous faites tourner un programme de séchage en 30 minutes, si vous mettez une pompe à chaleur, ça passe à 1 heure. Hein, donc, et une pompe à chaleur sur chacun de vos séchoirs, ça devient très compliqué à gérer. Voilà, donc en fait, c'est, je dirais, là, un axe très important de travail pour optimiser les temps de séchage, optimiser le rendement énergétique des séchoirs. Et je pense que c'est là-dessus qu'il y a les plus gros efforts à faire, y compris chez les fabricants. On va en parler juste après, des différentes innovations qui ont permis de justement avancer sur ces sujets-là. Dans l'intervalle, Laure nous a rejoint et donc Laure, eh bien, je t'invite à te présenter s'il te plaît. Bonjour à tous, Laure Maricio. Donc nous, on fait de l'entretien de textile sous plusieurs formes. On est des tout petits, hein, donc je parle avec toute humilité. On fait de l'entretien de textile en exploitant des pressings et des laveries libre-service et on installe du matériel. Est-ce que des félicitations s'imposent là tout de suite ou pas? Il paraît, oui. Il paraît. Donc, tu peux donc rajouter cette fonction à ta casquette. Et je viens de prendre le rôle de vice-présidente de l'Association française des laveries. Voilà. Félicitations. Merci. Bravo. Donc, Laure, tu nous rejoins dans l'intervalle. On était en train de, juste pour te resituer, on était en train de parler des conséquences en matière d'économie. Alors, on a parlé, alors ça va être difficile de te résumer tout ça. Tu raccroches les wagons en cours de route. Je vais donner la parole à Stéphane et je pense qu'après, tu pourras rebondir. Ouais, ce qui est important en fait de comprendre, c'est que quand on économise de l'eau, on économise forcément de l'énergie en même temps. Donc moins on apporte d'énergie avec l'eau, moins on consomme de gaz, d'électricité peut-être pas, mais en tout cas fortement de gaz.
Et voilà, les économies d'eau sont faites aussi avec les process utilisés. On va dire qu'il y a quelques années, on était plus en lessive poudre. Là, on est quasiment l'ensemble des blanchisseries en France est passé en liquide, ce qui permet de mieux rincer, donc mieux rincer, moins d'eau. Voilà, c'est à peu près ça qui est, comment dire, les énergies gaz sont aussi importantes. Les récupérations sur les séchoirs, comme l'a évoqué, sur les calandres aussi, c'est important. C'est, à mon avis, le futur proche. Et effectivement, ça passera aussi par les fournisseurs de machines. J'ai une question, Stéphane, je rebondis sur ce que tu dis. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée dans le panorama des blanchisseries industrielles qui sont implantées en France de la part de qui fonctionne avec quoi en termes d'énergie et est-ce qu'on a un bilan quelque part de lesquels sont les moins énergivores en fonction du profil d'énergie qui est utilisé? Gaz ou élec, les process vapeur, de lavage, les process de lavage ou non? Oui, du coup, sur les process qui sont utilisés, oui. En gros, moins on chauffe, moins on consomme d'énergie. Ce qui est important aussi, c'est de laver à pH plus bas et aussi de laver à plus faible température. Voilà, c'est un peu l'objectif que se fixe tout le monde. Mais du coup, peu importe le profil d'énergie utilisé. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que finalement fonctionner au gaz, gaz, élec, qu'est-ce qui revient moins cher en fait, très clairement? Ouais, donc ce qui revient le moins cher, c'est le gaz pour l'instant. On va dire pour chauffer de l'eau, c'est le gaz. Alors c'est surtout par rapport au rendement des brûleurs par rapport à l'énergie électrique. Et le prix de l'électricité aussi qui a beaucoup augmenté. Qui a augmenté, ouais. Le gaz a augmenté, mais on va dire en moins, il n'a pas refait son retard. Donc voilà, c'est le gaz qui reste. D'accord. Voilà. Monsieur Straub, vous voulez intervenir sur ça? Oui, effectivement, c'était des aspects très importants qui viennent d'être évoqués. Effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on a des grandes installations, on utilise surtout du gaz, car justement, c'est moins coûteux et l'utilisation, enfin, en fait, l'augmentation des prix du gaz n'est intervenue que ces dernières années. Et on a évoqué à plusieurs reprises maintenant qu'il y a des différences d'un pays à l'autre, c'est-à-dire quels sont les coûts du gaz et de l'électricité. Et de ce fait, on ne peut pas généraliser la solution pour les solutions peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Et aussi les réglementations sont différentes. Par exemple, pour pouvoir réinjecter l'électricité dans le réseau, ça change d'un pays à l'autre. Et il faut adapter les technologies au pays. Mais encore une fois, on a beaucoup de possibilités et j'ai bon espoir qu'au cours des années prochaines, on va aller largement de l'avant. Oui, Thomas. Oui, c'était juste pour ajouter quelque chose et pour compléter ce qui vient d'être dit, qui est tout à fait exact. Vous pouvez faire tourner une petite installation à l'électricité. Moi qui ai longtemps eu une carrière professionnelle dans le pressing, dès que vous avez une installation plus importante, c'est impossible de la faire tourner à l'électricité. Il faudra installer des capacités tellement importantes que c'est même pas imaginable. Donc de toute façon, par la force des choses, vous êtes au gaz. Après, vous avez l'électricité, mais la grosse source d'énergie reste le gaz. Donc un pressing tournera et une laverie automatique pourront tourner à l'électricité. Vous ne faites pas tourner une blanchisserie industrielle à l'électricité, ça n'existe pas. Évidemment. Et si je puis me permettre, Oui, Laure, ça a été une question. On vient de rénover une laverie complète où, alors clairement, mon dada, c'est comment on devient RSE, comment on fait le mieux possible les choses avec les informations et les technologies qu'on a aujourd'hui. Tu peux parler de l'impact positif. Et la question, ça a été un grand débat en interne de la laverie avant de la rénover. J'ai fait un bilan carbone dessus. Ça représentait 33 tonnes de CO2 et 21 tonnes étaient liées au gaz. Donc, basiquement, je me suis dit, on vire le gaz, j'ai un super bilan carbone. Sauf que ce n'est pas le seul sujet, le bilan carbone, loin de là. On pourrait reparler de la fabrication des machines. Oh ouais.
Et du coup, en interne, la discussion a été OK, d'accord, mais tes clients, ils sont prêts à rester 15, 20 minutes de plus dans la laverie parce que c'est de l'électrique. Donc finalement, on a essayé de faire la solution la plus intelligente et de se dire, OK, on reste au gaz, donc on est resté au gaz. Par contre, on a été chercher des séchoirs les plus isolés possibles, de manière à concentrer les calories dans le tambour et donc de minimiser l'impact. Eh ben, tu me permets de poser du coup la question suivante qui est justement liée aux innovations technologiques qui rendent tout ça possible, tous ces progrès possibles de récupération de la chaleur, etc. Donc il y a les innovations techniques sur l'équipement, le matériel. Je pense aussi qu'il doit y avoir des progrès au niveau lessiviel qui ont été faits et qui permettent aussi de contribuer à cet effort de sobriété. Le choix des process, la façon dont on s'y prend. Tu viens de donner un très bon exemple et je suppose que vous en avez d'autres. La réglementation aussi. La réglementation qui agit comme un levier bien souvent et c'est quelque chose dont on peut également parler. Qui veut réagir justement sur cette question-là? Comment ces progrès ont-ils été rendus possibles à travers ces différents prismes? J'ai encore un exemple. Laure, vas-y. Toujours la même laverie. Alors rien de nouveau. Moi, on n'est pas Enfin, tout ça. Moi qui découvre ce métier, qui n'était pas dans ce métier à l'origine, je pense que tout ça n'est pas extrêmement nouveau, mais on est passé à de la lessive injectée, qu'on a choisi basse température, de manière à supprimer le 90 degrés. Dans cette laverie, on ne propose plus de 90 degrés. On injecte une lessive écolabellisée de manière justement à contrôler plus ou moins nos entrants, puisqu'on peut toujours mettre des choses dans le tambour. Et je pense qu'effectivement, ça nous permet de faire ça aujourd'hui et d'arriver on va créer des programmes synthétiques 15 degrés grâce à ce produit lessiviel qui permet de laver plus bas peut-être qu'à une certaine époque. Et je parle en toute jeune, dans le métier en tout cas. Voilà. Stéphane, peut-être? Sur la partie aussi création de nouvelles blanchisseries ou aller directement vers la suppression d'une énergie, ces derniers temps, c'est quand même la suppression de la chaudière vapeur dans les blanchisseries industrielles ou même plus petites blanchisseries. C'est pour ça que je posais la question de la vapeur tout à l'heure. Ouais, qui prennent le pas. La haute pression, la vapeur haute pression. Alors il y a deux concurrents à la haute pression, il y a la basse pression et puis il y a le sans vapeur. Et aujourd'hui, beaucoup de clients vont vers là parce que ça permet de faire des baisses de consommation d'à peu près de 30% rien qu'en changeant d'énergie. Alors cela est possible uniquement quand tout le reste de la blanchisserie est en gaz direct. Voilà, on leur brûleur intégré. Donc en général, les blanchisseurs, ils changent les calandres, ils changent les séchoirs en gaz direct. Et après, quand il n'y a plus que le lavage à faire, ils mettent un système pour chauffer l'eau seulement pour les tunnels et les laveuses. Voilà. Oui, enfin, je ne peux qu'acquiescer à ce qui vient d'être dit, effectivement. Je crois qu'il y a des actions de la basse température aujourd'hui, c'est un acquis. Dans les blanchisseries commencent à travailler aux alentours de tout à 40, de plus en plus. Alors après, il y a d'autres problématiques, en tout cas, qui peuvent venir avec la basse température, mais c'est un fait acquis aujourd'hui dans les blanchisseries que tout le monde cherche à réduire les températures de lavage. Effectivement, la suppression de plus en plus des chaudières haute pression par des chaudières basse pression ou effectivement, j'allais dire directement des alimentations eau chaude. C'est en tout cas nous le pari qu'on a pris, c'est qu'on a des hydroaccumulateurs à gaz, donc on produit de l'eau chaude dans un hydroaccumulateur et on injecte directement de l'eau chaude dans nos machines, ce qui permet également de gagner les temps de chauffe, donc, puisque vous injectez directement de l'eau en température dans les bains de lavage. Mais moi, je rappelle toujours, puisqu'on parle d'économie, et forcément tout ça est beaucoup plus économe, il n'y a pas photo, mais je rappelle toujours que le chauffage de l'eau, c'est 20 à 25% des consommations de gaz d'une installation. 75%, c'est le séchage. Donc, il faut faire des actions partout, mais voilà, vous ne réduirez pas votre consommation par 5 si simplement parce que vous êtes passé sur un modèle d'hydroaccumulateur à gaz plutôt qu'une chaudière haute ou basse pression. Voilà, le gros de l'action sur le gaz, il va venir du séchage, donc il va venir plutôt effectivement, d'abord, moi je trouve qu'on a un retard technologique énorme, enfin je veux dire, et là je me retourne vers les fabricants, il y a un retard technologique énorme, on a énormément travaillé sur le lavage, les process de lavage, les optimisations, etc. Et je suis effaré de voir que rien n'est fait pour ce qui représente finalement 75% des consommations de gaz d'une installation. Enfin rien n'est fait, j'exagère, forcément je suis volontairement un peu outrancier, mais en tout cas pas du tout à la hauteur de ce qu'on voudrait.
pour permettre réellement de gagner en temps de séchage. Alors si les solutions qu'on nous apporte, c'est de nous dire qu'il faut passer à l'électrique ou il faut passer à des pompes à chaleur, ça c'est une illusion pour une installation. Je me retourne vers vous aussi. Moi je pensais même que certaines laveries que les laveries étaient plutôt à l'électrique, mais je constate aussi qu'elles sont au gaz. Donc je me dis effectivement, on n'est pas du tout dans le même. Les enjeux sont pas les bons. Donc là, il faudrait que je me retourne vraiment vers les fabricants pour dire qu'il y a un boulot monstrueux à faire là-dessus. Tellement technologiquement, on est sur du b.a.-ba dans un séchoir. Les problèmes d'isolation du séchoir, c'est effarant. Enfin, c'est ouvert aux 4 vents, alors qu'on sait bien que c'est la première chose qu'il faudrait travailler, c'est l'isolation du séchoir pour évidemment ne pas avoir de perte de chaleur, etc. Donc voilà, donc là c'est vraiment un appel du pied pour dire s'il vous plaît commencez à travailler et arrêtez de tous répercuter ou de tous remettre les mêmes technologies. En fait, tout le monde se copie des technologies qui sont aujourd'hui dépassées, quoi. Monsieur Straub, peut-être là-dessus, justement au titre de VDMA, sur cet appel du pied qui est fait aux fabricants, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Oui, c'est vrai. Je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui, mais il faut pouvoir le payer. Et pour passer du gaz à l'électricité dans des grandes installations, c'est pas si simple. Là, il faut une technologie. Mais sur le principe, pour revenir à la question initiale, qu'en est-il de la réglementation nationale ou européenne? Effectivement, il y aura beaucoup d'autres étapes qui vont venir rapidement, auxquelles doivent faire face les constructeurs de machines dans les différents pays. Et il faut réfléchir comment on peut comment on peut avoir une utilisation sobre de l'énergie et de l'eau. Et lorsqu'on entend où vont les réflexions à Bruxelles, on peut considérer que ces évolutions vont venir très rapidement, dans la présente décennie, tout au moins. Et je pense que ce qui est important, justement, avec cette réglementation, qu'elle soit d'ordre national ou européenne, mais l'un ne va pas vraiment sans l'autre en vérité, c'est de ne pas la vivre, la subir comme une contrainte, mais bien d'en faire un levier. Et donc, ça impose forcément d'anticiper. Monsieur Straub. Oui, effectivement. Mais la mauvaise nouvelle à cet égard, c'est que à Bruxelles, on réfléchit beaucoup à des mesures coercitives. Juste pour donner un exemple du domaine des textiles, il y a un an, nous, VDMA, on a fait une petite manifestation à Bruxelles, événementielle, et on a rencontré les responsables de la Commission, notamment pour l'économie circulaire, notamment en ce qui concerne les textiles. Et les responsables, les fonctionnaires ont dit de façon très claire, l'industrie textile en Europe, aujourd'hui, c'est une branche encore peu régulée, mais on peut vous assurer qu'il y aura beaucoup de régulation prochainement pour cette filière. Ok, bon, on est prévenu au moins. On peut dire ça. Alors, on a parlé toucher du doigt, j'ai envie de dire, les différentes innovations qui peuvent permettre d'aller vers une sobriété énergétique. Je voudrais revenir quand même sur l'aspect peut-être lessiviel, Stéphane, je me tourne vers toi parce que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des progrès techniques sur le matériel, mais ce qui a pénétré finalement en termes d'innovation le plus le marché, c'est peut-être ça quand même. Oui, clairement. Il y a eu une réflexion sur comment laver le linge.
moins d'énergie possible et aussi maîtriser l'usure du linge. C'est une notion très importante parce que forcément, plus on use le linge, plus il faut le renouveler. Et puis ça aussi, ça coûte de l'argent et ça consomme énormément d'énergie. Donc c'est vrai que c'est une réflexion qui est faite et l'avancement en blanchisserie se fait surtout sur le secteur de la lavage, selon moi, et sur la façon de laver le linge plutôt que sur la réutilisation de l'énergie et surtout, comme on a dit, sur le séchage du linge. Alors on a finalement à vous tous la possibilité de représenter les différents segments du marché de l'entretien textile, hein, de laverie, pressing, blanchisserie de toute taille. Quels autres facteurs peuvent venir influencer les consommations d'eau et d'énergie ? Moi j'ai noté pas mal de petits exemples, mais je voudrais que vous puissiez en parler. La nature du linge, le type de salissure, évidemment les exigences et les profils du client voilà, hein, pour lequel vous allez intervenir. La façon dont on gère sa production, si on utilise des machines en sous-capacité, mais peut-être même aussi la situation géographique. Et je vais me tourner vers Thomas pour ça. Commencez. Non, c'est pour ça que c'est très difficile de donner des mesures standards, enfin des chiffres standards de consommation en litres par kilo, en kilowattheures par kilo, etc. Parce que chaque installation est différente. Chaque métier est différent. Nous, on entretient du linge de résident, donc on entretient des vêtements personnels. Donc c'est sûr que par rapport, déjà on entretient donc en laveuse aseptique, là où un blanchisseur industriel qui va faire de l'hôtellerie va être en tunnel de lavage. Donc tout ça est complètement, enfin voilà. Donc je crois que l'objectif, il est à fixer installation par installation, hein, il faut établir un ratio cible. Voilà, qui est celui qu'on doit obtenir ou qu'on cherche à obtenir ou qu'on cherche à faire baisser de consommation. Celui-là, il doit être travaillé tant avec les fabricants de matériel qu'avec les fournisseurs de chimie et qui est fonction évidemment de ce que vous faites. Si vous nettoyez, voilà, nous on nettoie beaucoup à basse température, évidemment, c'est du vêtement personnel, donc on n'a pas le choix. Et même certains, enfin je veux dire, on fait aussi de l'aquanettoyage, donc on ne peut pas avoir les mêmes consommations que quelqu'un qui fait du drap hôtelier. Voilà. Donc c'est vraiment donner des mesures standards, je dirais ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, voilà. Donc c'est comment chacun va pouvoir établir là où il est un ratio cible en consommation d'énergie de ses installations. Donc je reviens à ce que je disais en préambule. Ensuite, le mesurer, il y a trop de cas où il n'y a pas de mesure quotidienne. Et s'il n'y a pas de mesure quotidienne, bah, finalement on ne sait pas trop ce qui se passe et on n'est même pas capable de faire face à un événement comme une fuite d'eau ou quelque chose comme ça qui arrive dans toutes les installations. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. Et donc, c'est pas... Donner une grande théorie là-dessus est très compliqué parce que tout est fonction de ce que l'activité qu'on traite. Si dans une blanchisserie, vous faites 30% d'hôtellerie, 40% de vêtements professionnels, etc., vous n'aurez pas la même consommation que si vous faites 100% de linge hôtelier. Voilà. Donc... ma réponse est un petit peu ne répond pas exactement à la question, mais parce que je ne sais pas répondre à ça. Hein, voilà. Donc je sais simplement qu'effectivement, on est tous en train de regarder ce qu'on peut faire de mieux sur sa propre installation et avec les moyens dont on dispose. Et de toute façon, aujourd'hui, les coûts des fluides en général, en évolution permanente, et je ne parle même pas de la crise énergétique qu'on a vécue l'an passé, nous obligent de toute façon à être à chaque fois à réfléchir, à optimiser nos... Je veux dire, quand le développement durable, quand le respect de l'environnement croise les intérêts économiques, c'est le meilleur moment. Enfin, je veux dire, de toute façon, on n'a pas le choix. Je veux dire, si on veut rester, nos installations veulent rester viables, on n'a pas le choix que de travailler sur tous ces aspects-là et de les réduire. Monsieur Straub, vous vouliez réagir, je crois. Oui, je voudrais souligner encore ces aspects. Lorsqu'on parle des machines à laver domestiques, séchoirs, etc., c'est une technologie bien définie. Et ensuite, il s'agit surtout d'un linge très uniforme. Et on peut très bien faire des tests en laboratoire, mais ce n'est pas possible à une échelle plus grande. Car chaque installation est individualisé à ses propres caractéristiques et il faut au niveau de l'installation mesurer à ce moment-là combien de consommation d'énergie, quel progrès, c'est-à-dire c'est une conjonction de plusieurs facteurs, c'est-à-dire les civiels, les machines et aussi les objets à laver.
Tout à fait. Laure, tu veux dire quelque chose? Basiquement, je dirais, je suis complètement d'accord avec Monsieur Labruni. La question, c'est de se poser la question déjà. On a travaillé sur un guide de transition en partenariat avec la FFPB et le CTTN. Et un des premiers trucs, effectivement, qu'on écrit, c'est un peu familier la manière dont je lis, mais c'est regarder, mettre des alertes, fuite par exemple, pour voir s'il y a une fuite. Enfin, dans les laveries, on n'y est pas tout le temps. Effectivement, on peut passer à côté d'une fuite et c'est la première action à avoir. Il n'y a pas besoin nécessairement d'investissement et tout, mais se poser la question, faire des tableaux de bord de suivi de consommation, des choses qui ne sont pas faites aujourd'hui, en fait. Et donc là, c'est juste se poser la question. Déjà, regarder le point, je pense que ça oblige, du coup, à constater des choses et donc à agir. Et la mesure de l'eau, c'est pas une fois par semaine, une fois par mois, c'est tous les jours. Dès lors qu'on veut établir des tableaux de bord, je pense que c'est effectivement assez indispensable. Et il y a certainement également un travail à conduire avec ces partenaires techniques, hein, les fournisseurs avec lesquels on travaille, qui, j'espère, sont quand même en capacité, peut-être M. Straub pourra nous répondre là-dessus, mais de fournir aussi des éléments de réponse, en fait, hein, sur justement les consommations de base, je vais mettre des guillemets, mais de leurs équipements, pour déjà voilà, poser un point de départ et voir si, sur le terrain, dans la réalité, en fonction de l'utilisation qu'on va faire des machines, du type de linge, on en a parlé, etc., des différents process lessiviels qu'on va utiliser, voilà, comment en fait, eux sont en capacité aussi de poser quelques éléments et que concrètement sur le terrain, on puisse mesurer si ça correspond et puis du coup agir en conséquence. Oui, effectivement, il existe ces possibilités que vous venez d'évoquer. Les constructeurs, notamment des grandes installations de laverie et de séchage, se sont mis ensemble et sont en train justement de développer des tests. Mais ces tests, ensuite, doivent être transposés en quelque sorte par les utilisateurs. Et on parle toujours des coûts, évidemment, mais il faut emprunter cette voie-là. Effectivement, et pour relancer sur ce que tu disais, la maîtrise des procédés par les utilisateurs est un aspect fondamental des économies d'énergie. C'est-à-dire, si vous n'optimisez pas vos taux de remplissage, l'optimisation des taux de remplissage, ça ne veut pas dire de bourrer la machine, ça veut dire de la mettre en cohérence avec le programme que vous êtes en train d'exécuter et avec le type de linge que vous avez. Donc ça, si vous ne le faites pas, de toute façon, vous optimiserez jamais vos consommations. Si vous homogénéisez pas vos passes de séchoir, vous aurez aussi des problèmes parce que si les séchoirs sont à mesure d'humidité résiduelle, le truc il peut tourner pendant des heures à tort. Voilà, donc la maîtrise des procédés reste de toute façon la meilleure manière d'optimiser aussi vos consommations énergétiques. Je reviens vers toi, Stéphane, encore sur l'aspect lessiviel, mais en fait, on entend beaucoup parler de chimie verte, d'écolabels, ce genre de choses. Je voudrais savoir quel est l'impact sur la qualité des rejets des eaux et sur la qualité d'entretien du linge. Et en quoi, effectivement, ça peut aussi contribuer. C'est un peu une question rhétorique, parce qu'on se doute bien qu'a priori, ça a bel et bien un impact positif sur la sobriété. Mais bon, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? L'écolabel, c'est une base, justement, pour commencer à travailler sur en faire encore mieux. Et il ne faut pas seulement raisonner sur l'écolabel, il faut aussi faire des process globaux de lavage raisonné, le lavage laver plus bas en température, en pH, c'est très important. L'écolabel, c'est une base. Alors, l'impact sur les rejets, c'est déjà que c'est maîtrisé. Donc déjà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ensuite, parce que là aussi, il y a une réglementation quand même, on le rappelle. Oui, c'est ça. Et pour respecter justement cette réglementation, c'est beaucoup plus facile de le faire quand on a une chimie écolabel, ce qui est logique. Et en fait, c'est un ensemble. C'est le process qui a à avoir un ensemble. Il faut travailler sur la chimie, sur ce que veut le client, sur les rejets. Et quand nous, on arrive dans une blanchisserie, on ne fait pas juste simplement de laver le linge, ce qui est la base quand même, mais il faut respecter les rejets, il faut respecter les températures qu'on rejette à l'égout, le TH, le pH, les matières en suspension. Tout ça, c'est une chose qu'on doit maîtriser
dans le process global de lavage du linge. Pas seulement laver, on va dire, bêtement du linge. Voilà, c'est la globalité. Toi, Laure, tu ne disais pas tout à l'heure que justement tu avais misé là sur une lessive écolabellisée? Oui, mais enfin, ça va effectivement rebondir sur ce que vous venez de dire. On a raisonné, la lessive, c'était le dernier maillon. La question, ça a été qu'est-ce qu'on choisit comme matériel, qui va nous assurer. Et je suis assez d'accord que je pense que les fabricants ont beaucoup de choses à faire pour nous accompagner sur ce sujet-là. On en a déjà parlé à d'autres tables rondes depuis 3 jours. On en a parlé. Mais on a été choisir une machine qui estime le poids du linge, qui va donc adapter du coup la quantité d'eau, la quantité de détergent. Et effectivement, comme il y a moins d'eau, il y a moins besoin de chauffer. Et effectivement, c'est plutôt un raisonnement global. Et la lessive, à la fin, bien sûr, on a été en choisir une qui était basse température d'abord. Et ensuite, forcément, on l'a couplée avec qu'est-ce qui est le mieux en termes d'impact environnemental. Mais oui, c'est plutôt un raisonnement global. C'est pas que le produit lessiviel. Bien évidemment. Je regarde juste au niveau du temps comment on est. Bien. On est bien. Parfait. Alors, pour aller plus loin en matière de sobriété énergétique, quelles actions un professionnel peut-il engager? J'avais noté la norme BBC. Est-ce qu'il y a d'autres choses en termes de... Voilà, peut-être Monsieur Straub là-dessus, qui est peut-être plus aguerri sur la réglementation, je ne sais pas. Oui, les constructeurs ont déjà élaboré des possibilités, c'est-à-dire comment les utilisateurs ensuite peuvent classer les machines en ce qui concerne la consommation d'énergie, etc. C'est déjà une voie. L'autre voie, bien sûr, c'est qu'au cours des prochaines années, nous serons contraints, de par la Commission européenne, d'avoir une sorte de passeport pour les machines qui précise à l'utilisateur comment on peut l'utiliser au mieux, comment on peut encore réduire la consommation d'eau et d'électricité. Donc c'est un passeport digitalisé en quelque sorte. C'est pas seulement pour les grandes collectivités, hôtels, etc., mais on l'aura aussi pour des machines industrielles. D'accord. Laure, tu n'avais pas un petit projet dans les cartons dont on avait parlé? C'est peut-être le moment, tiens. Oui, alors là, par contre, ça représente de l'investissement. Donc, sur toujours la même laverie, parce que c'est ma petite laverie labo, on est en train de travailler avec un partenaire pour aboutir à avoir un recycleur d'eau dans la cave de la laverie, de manière à se passer des 3% d'eau potable de cette planète et d'être en circuit fermé. Alors, c'est quelque chose qui existe déjà pour plein de mes confrères, notamment sur la blanchisserie. Nous, on est petits et donc, du coup, il faut adapter ça à une installation de notre taille. Donc, on y travaille. J'espère en parler mieux dans quelques années, que ce sera testé. Là, vous êtes sur le prototypage, c'est quoi l'idée? Pas encore. Là, on a alors déjà, je me suis dit peut-être que d'autres que nous se sont déjà posé la question dans d'autres pays du monde. Donc la personne qui nous accompagne, je lui ai déjà demandé de me faire un état de l'art de ce qui existe dans le monde. Alors il existe des choses, mais pas à notre taille, effectivement. C'est la problématique, c'est d'adapter ces installations-là avec nos contraintes, sachant qu'en plus, on ne maîtrise pas la totalité de nos entrants. Là, on est passé en lessive injectée, donc ça va travailler sur 80% des choses, mais je ne peux pas m'assurer que le client ne va pas mettre une pastille de Javel. Et donc, dans le filtrage, si c'est par microbiologie, la Javel, voilà. Donc, du coup, il y a des choses qui existent, mais pas à notre taille, pas avec notre problématique. Donc ça, c'est une première chose. J'aurais préféré qu'ils me disent qu'il y avait quelque chose qui arrivait clé en main. Donc là, on va mesurer la quantité de l'eau qu'on consomme sur les pointes de consommation pendant plusieurs jours. Et effectivement d'heure en heure sur les derniers jours, de manière à déjà dimensionner. Ensuite, on va analyser ce qu'on rejette, de manière à justement regarder ce qu'on peut faire en filtrage divers et variés pour pouvoir en fait réutiliser l'eau directement dans le lavage suivant. Et si je puis me permettre de rebondir sur ce qui est dit là, il y a dans la globalité de la notion de RSE ou d'écologie,
il y a toujours la question, moi, qui m'interpelle et que je pense être une question importante, c'est OK, on investit dans du nouveau matériel, etc. Mais là, tu me vois venir, Sandra. Je vais reparler du fait que, accessoirement, ce qui pèse le plus sur la planète, c'est de fabriquer ce matériel. Donc la question, elle est... J'allais en parler Voilà. également. Voilà, c'est à quel moment on se dit qu'on fait évoluer notre matériel parce qu'il aura moins d'impact, même s'il consomme un peu plus d'eau et d'électricité, que de fabriquer un nouveau matériel qui aura peut-être un meilleur rendement, mais qui polluera plus à la fabrication. Alors c'est vrai que je vous invite également, pour ceux qui n'ont pas pu y assister, à visionner les replays des différentes tables rondes et ateliers qui ont eu lieu en fait depuis samedi matin, parce que ce sont des sujets qu'on a déjà abordés dans la mesure où les grandes thématiques de ce salon sont l'emploi, la formation, l'attractivité d'une part et l'environnement d'autre part. Donc il y a des sujets transversaux comme ça. On a parlé de maintenance, on a parlé de comment calculer ces tarifs, ces prix. Parce qu'en fait, tout ça, ça fait aussi partie, voilà, on parle de tableau de bord tout à l'heure. Voilà, sans ces fameux tableaux de bord, en vérité, comment vous faites? Vous pouvez pas. Pas possible. Et effectivement, on peut revenir sur l'éco-conception également du matériel, mais j'en aurais parlé lors de toute façon, je pense. Oui, l'éco-conception du matériel. Les fabricants ont aussi un travail, je pense, à fournir là-dessus. Certains le font déjà, d'autres pas. Ça manque peut-être un peu de transparence. Ça mériterait qu'on puisse en parler. En effet, je pourrais peut-être poser la question à Monsieur Straub là-dessus, parce que lui qui connaît bien les fabricants. Oui, c'est clair, cette évolution est en marche. Et ne serait-ce que pour la raison suivante, c'est-à-dire les utilisateurs, mais aussi les constructeurs sont appelés à obtenir une neutralité de CO2 dans quelques années et de la tester. Et on y travaille tous, pas seulement les fabricants de machines dans notre filière, mais aussi ailleurs. Absolument. Thomas, peut-être, est-ce que tu peux revenir sur la dernière question, si tu le souhaites, ou réagir? Non, je peux réagir. J'en parlais tout à l'heure, c'est le recyclage de l'eau. Donc nous, c'est des procédés qu'on commence à déployer. En fait, basiquement, de récupérer les eaux de rinçage pour les injecter, pour les remettre au lavage. Donc les économies sont à peu près de l'ordre de 30%. Mais, et je le disais en préambule, c'est qu'il y a un problème derrière de concentration des rejets. Donc quand vous allez signer une convention de rejet avec une collectivité ou qui que ce soit, vous êtes obligé de leur mettre sur la table. Qu'est-ce que vous préférez, qu'on économise la ressource et qu'on concentre les rejets? Parce que je vous rappelle que comme on est soumis à la loi sur l'eau, dès lors qu'ils estiment que les rejets sont trop concentrés, ils vous le font payer. Donc là, il faut pouvoir négocier, dire écoutez, je peux mettre en place des dispositifs qui économisent la ressource de façon sensible, mais je vais vous concentrer les rejets que je vais vous renvoyer. Donc il va falloir qu'on se mette d'accord, parce que je ne vais pas à la fois payer par la concentration des rejets. Donc qu'est-ce que vous préférez finalement, que je consomme moins d'eau mais que je concentre les rejets, ou que finalement je continue à consommer de l'eau? Parce que ce qu'il y a de mieux, c'est de balancer de l'eau claire quelque part. Donc là, ils sont sûrs, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas d'effluents pollués, donc il n'y a pas de problème pour leur station derrière. Donc voilà, donc c'est un débat où il faut voir l'ensemble, il faut gérer l'ensemble du problème. C'est pas dire simplement j'ai économisé ma ressource 30%, etc. C'est que derrière il y a des impacts, et donc ça veut dire quand même qu'il faut aller négocier ça pour pas se retrouver pénalisé par ailleurs d'une économie qu'on aurait fait sur la ressource elle-même, quoi. Ok, Stéphane. Oui, il y a la réutilisation d'eau, donc ça fait, c'est depuis des années que ça existe et ça évolue de plus en plus. Mais là, depuis 1 ou 2 ans, il y a des systèmes qui émergent sur le marché pour la réutilisation d'eau. Ça va encore plus loin. Ça veut dire que là, on récupère l'ensemble des eaux de la blanchisserie, on la traite en local, donc dans la blanchisserie, à l'extérieur de la blanchisserie. Mini-station intégrée. Voilà, une mini-station intégrée. Et on réutilise, on peut recycler jusqu'à 80% de l'eau. Donc il y a en général 18% de l'eau qui est envoyée à l'égout. Et cette eau-là est pure, quasi pure, sauf la conductivité qui est un peu haute, mais ce n'est pas un problème pour les stations d'épuration. Et par contre, il y a 2% de boue qui sont à traiter en local par des sociétés. Voilà. C'est des systèmes qui existent depuis plusieurs années dans les autres pays, qui arrivent en France, qui ont été testés dans les autres pays, qui arrivent en France. Alors il y a des petits
problèmes de loi pour l'instant qui ne sont pas encore très réglés au ministère, mais le jour où ça va être réglé, ça va, à mon avis, prendre de l'ampleur dans beaucoup de blanchisseries. Parce que la loi ne l'autorise pas pour l'instant. Il y a énormément de projets, mais c'est un peu bloqué. Monsieur Straub, vous vouliez réagir, je crois. Oui, je trouve que c'est un très bon exemple pour montrer effectivement que nous sommes sur la bonne voie, mais la voie est encore longue qui se présente à nous. Et il y a, comme vous le dites, il y a toutes ces installations qui peuvent être intégrées, mais aussi il y a les installations communales. Et un bon exemple pour cela, c'est le problème des microplastiques. Et on le trouve souvent dans notre filière. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas vraiment été traité, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est rejeté dans l'environnement. Les microplastiques existent dans beaucoup de vêtements, dans beaucoup d'autres objets à laver. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore de vraies solutions ou de règles comment les traiter. On sait qu'il faut les maîtriser aussi rapidement que possible, mais il n'y a même pas des valeurs à ce sujet pour savoir quel est le résiduel en microplastique qui est permis au niveau des rejets. Et on peut évidemment utiliser des filtres, mais on pourrait aussi le faire traiter par les installations communales. C'est les installations de traitement de l'eau. Mais il n'y a pas encore de solution uniforme et là aussi, les voies seront différentes d'un pays à l'autre dans un proche avenir. Mais il faut aussi réfléchir maintenant comment maîtriser tout cela. Oui, effectivement, on est sur des échéances qui se rapprochent. Maintenant, peut-être, Laure, tu veux réagir là-dessus? Parce que c'est un sujet qui a été abordé, il me semble, dans le guide que vous avez... À l'instant, et ben voilà. Alors, c'est pas moi qui ai travaillé sur le sujet, mais en fait, on vient de l'aborder justement avec les exploitants de laverie à la table ronde de l'AFL. Autant vous dire que ça a été mouvementé, où effectivement on dit qu'il va falloir traiter ce sujet-là, et là tout le monde se dit mais comment fait-on pour continuer à exploiter? Alors je suis à titre perso complètement convaincu qu'il faut qu'on le fasse, mais comment le faisons-nous tout en réussissant à continuer à exploiter notre activité en fait? Tout à fait. Ouais. Donc là, on a encore besoin de travailler avec les constructeurs aussi. Ouais. On arrive vers la fin de la table ronde. Alors, je voudrais vous poser une dernière question. Je n'ai pas pu vous poser encore toutes mes questions, mais ce n'est pas grave. La dernière que je souhaiterais vous poser pour ensuite que vous puissiez échanger avec la salle également. Une blanchisserie, c'est pas un rêve, une utopie, mais bon, une blanchisserie, un pressing, une laverie à 0% d'impact CO2. Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est une future réalité? Vas-y, Thomas. Bon, soyons tout à fait pragmatiques, je pense que c'est un rêve. Je ne serais peut-être pas là pour voir sa réalisation. Non, mais il faut pas. Les grands mots comme ça, c'est bien pour se fixer des objectifs un peu marketing. Je crois qu'on est tous d'accord de toute façon que l'enjeu important, c'est la diminution drastique des émissions de CO2 globales. Bon, après, est-ce que parler de zéro CO2, c'est un petit peu, c'est un langage un peu plus politique. On ne fait pas de politique ici entre professionnels. Donc donc on va se contenter de dire qu'il faut réduire les impacts. Alors on a vu les impacts sur la partie production, mais pour ceux qui sont en blanchisserie, il y a tout l'impact de la distribution aussi, qui est non neutre. Absolument, et on en parle dans la table ronde juste après. Voilà, donc non, mais c'est une partie importante parce qu'il y a les je ne sais pas si les uns et les autres calculent leurs émissions de CO2 en scope 1, 2, voire 3 pour certains. Mais en tout cas, on a bien conscience quand on calcule ces émissions de CO2 qu'effectivement, notre impact n'est pas neutre. Maintenant, chaque kilowattheure de réduction, chaque degré de moins pour le lavage, etc., contribue globalement à améliorer nos ratios. Donc, ne nous emballons pas sur du zéro, mais je crois qu'on est tous d'accord sur l'objectif final, et également parce que c'est économiquement vital. Quand on voit le coût de l'énergie aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix, même économique, que de se dire qu'il faut qu'on contribue à la réduction de
de nos dépenses énergétiques là-dessus. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais bon, voilà, les grands termes marketing sont toujours un peu dangereux. Stéphane? Oui, bah, il a bien résumé, hein. C'est dur de dire autre chose. De toute façon, tant qu'on aura l'énergie du gaz obligatoire, ça va être compliqué. Le gaz étant une énergie fossile, il ne faut pas quand même l'oublier. Donc voilà, tant qu'on aura le gaz, ce sera impossible. Laure? Je dirais même quand on n'aura plus le gaz, je pense que la seule façon d'être 100% écologique, c'est de ne pas être en vie. Donc c'est un petit peu pas... Je suis jeune maman, j'ai quand même quelques ambitions pour eux. Donc, et en plus, je dirais sans neutralité carbone, parce qu'on parle de la neutralité carbone. Bon, à titre perso, j'ai un vrai problème avec la neutralité carbone, c'est-à-dire que c'est se donner l'autorisation de continuer à polluer tout en compensant par ailleurs. Donc on continue de la même manière, mais on compense, donc on a bonne conscience. Je pense que la question, elle est vraiment de se poser, juste se dire effectivement comment faire mieux tous les jours avec ce qu'on a à notre disposition. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Monsieur Straub? Oui, je pense que c'est un aspect très important qui vient d'être évoqué. Le meilleur exemple, c'est la ressource énergétique. Quand on parle de l'électricité, on pourrait dire, bon, on n'utilise que de l'électricité renouvelable. À ce moment-là, on atteint très rapidement la neutralité CO2. Mais en France, vous avez l'électricité nucléaire qui est durable et nos politiques en Allemagne pensent que l'électricité nucléaire n'est pas durable. Et aujourd'hui, nous utilisons beaucoup d'électricité sur base de charbon. C'est sûrement pas durable, mais uniquement parce qu'on s'est débarrassé des centrales nucléaires. Donc j'aurais plutôt une tendance vers la France, c'est-à-dire il faudra réfléchir ensemble et je pense que l'électricité nucléaire, c'est finalement une bonne solution durable. Mais on ne peut pas simplement déclarer pas de nucléaire et utiliser beaucoup plus de charbon et d'un autre côté, on veut de plus en plus de voitures électriques. Donc ça ne colle pas. Donc chacun doit décider pour lui comment il peut avancer de façon positive, mais on ne peut pas continuer comme on le fait maintenant. Thomas, tu voulais réagir? Non, c'est bon pour toi. D'accord. Donc, il y avait plein d'autres sujets encore qu'on pourrait couvrir. Je vais donner la parole à la salle pour si jamais il y a des questions. Donc, c'est le moment. Alex est dans le fond avec le micro. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Manifestez-vous si vous avez des questions. Je vous en prie. Bonjour. 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 Je fais partie d'un ESAT qui est une blanchisserie industrielle et vous avez parlé de guide RSE pour commencer la démarche on va dire on est au stade 0, enfin pas tout à fait, mais donc je voulais savoir si on peut se procurer ce genre de guide où il faut voilà. Alors c'est une bonne question et en plus il se trouve que j'ai travaillé sur le sujet pour la branche. On a sorti au niveau de la branche professionnelle, donc la Fédération française des pressings blanchisseries et le GEST, qui est la Fédération des loueurs de linge, une charte d'engagement RSE accompagnée par un référentiel RSE. Et je ne fais pas la pub parce que j'ai travaillé sur ce sujet, mais il se trouve que c'est très adapté à la mise en place d'une stratégie RSE pour les entreprises de la branche. Le problème on constate en fait qu'on fait tous des actions RSE. C'est-à-dire on est tous en train de bosser sur les réductions d'énergie, on fait de la formation pour notre personnel, etc., etc. Bon, le problème, c'est qu'on n'arrive pas forcément dans une dynamique de stratégie RSE à mettre de la cohérence dans toutes ces actions et à présenter, à rédiger vraiment quelque chose de convenable dans une politique d'entreprise RSE. Et je crois, en tout cas, que ce qu'a travaillé l'outil qui a été travaillé par la branche avec Acto, Acto, ils sont sur le salon aussi, qui est notre opérateur de compétences en termes de formation. Avec cette charte et ce référentiel, et l'avantage du référentiel, c'est qu'il a été travaillé par des professionnels. Et donc, il est sur chaque thématique qui constitue la politique RSE, avec des exemples très concrets d'actions.
Et on peut donc se raccrocher à chaque item et ensuite commencer à lister dans ces items les actions qu'on peut mettre en œuvre chacun. Et l'avantage, c'est qu'il est complètement adapté. Ce n'est pas un truc généraliste. Il a été fait par des gens qui exploitent des blanchisseries ou des pressings toute la journée. Donc, il est complètement adapté. On a sauté les items qui n'ont rien. On n'a pas parlé, par exemple, de la pollution de l'air. La pollution de l'air, ce n'est pas un problème pour une blanchisserie. Bon, donc, dans la profession, c'est pas... Donc, cet item n'existe pas. Par contre, on a beaucoup travaillé sur la réduction de consommation d'énergie. On a beaucoup travaillé sur les problématiques de formation du personnel. Parce que là, on touche, c'est pas du tout le sujet du truc, mais on touche c'était samedi, je crois. Oui, tout à fait. C'était samedi matin. Sujet, table ronde passionnante. On est complètement au cœur de l'humain, puisque nos métiers ne sont que la production de services avec des gens, quoi. Donc la formation. Donc je vous invite en tout cas à vous rapprocher de cette charte RSE et de ce référentiel. La charte, c'est un des grands principes, et le référentiel, l'avantage, c'est que lui, il rentre bien dans le détail, avec des choses extrêmement concrètes, et c'est un bon axe de boulot pour, sur chaque item, travailler les actions RSE qu'on fait. Et tout le monde, hein, quand on se pose la question, tout le monde fait des trucs RSE. On a tous. La question, c'est comment on met tout ça en cohérence pour une vraie politique RSE. C'est gratuit ou il faut payer? C'est gratuit, bien sûr. Absolument. Oui, c'est un outil qui a été édité par l'opérateur de compétences de la branche. Hein, donc, exactement. Absolument. Ils ont leur stand ici. Hein, oui, et puis vous avez en ligne sur Acto, pour ceux que ça intéresse, vous avez un outil d'autodiagnostic qui vous permet de vous... Merci Sandra. J'allais le dire. Qui vous permet de vous positionner. Donc c'est plein de questions hyper simples, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et derrière, vous vous positionnez sur votre niveau actuel par rapport à ces enjeux RSE. Et ensuite, vous utilisez la charte, qui est la charte, l'avantage, c'est présent des engagements, et le référentiel pour mettre en place davantage d'actions. Mais le premier positionnement permet déjà de savoir où on en est, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas à zéro, mais vous n'êtes pas non plus au top, comme tout le monde. Et donc voilà, donc ça, on le fixe bien dès le départ. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous avez parlé d'avoir fait un bilan carbone sur la laverie que vous avez reprise. Est-ce qu'il existe des acteurs ou un acteur qui est spécialisé dans les bilans carbone sur les laveries ou pressing? Alors, sur les laveries pressing, je ne sais pas, là, moi je l'ai fait vraiment, c'était il y a déjà 2 ans, et je suis passée par un start-upper, Greenly, pour le citer, mais il y en a plein d'autres, en fait, maintenant, pour nous aider là-dessus. Je crois que maintenant, même les cabinets d'expertise comptable se développent dans ce sujet-là, donc... éventuellement poser la question, parce que notre cabinet d'expertise comptable est revenu vers nous sur ce sujet-là, donc je sais qu'il développe plutôt ce genre d'outils aussi, mais franchement là-dessus, il y a vraiment une quantité d'acteurs maintenant pour faire l'exercice, quoi. Vous avez un calculateur sur le site de l'ADEME pour évaluer vos émissions de CO2 en scope 1 et 2. Le scope 3, c'est beaucoup plus compliqué, mais le scope 1 et 2, c'est extrêmement facile à calculer dès lors que vous avez vos consommations énergétiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Bon, moi, j'ai déjà posé une, mais bon, je voulais savoir, nous, nos clients nous demandent d'arrêter le plastique à usage, le plastique pour emballer le linge. Les gaines? Oui, pas que les gaines, le filmage, les gaines et tout ça. Et c'est pas facile. Je voulais savoir si là, ce sujet avait été travaillé au niveau national. Thomas, peut-être Le pressing a beaucoup travaillé dessus. Là, je prends ma casquette Fédération française des pressings et de blanchisserie et ex-exploitant de pressing. Effectivement, pour des housses réutilisables, passez sur le site de la FFPB, donc il y a plein de modalités pour des housses réutilisables. Donc ça, je dirais, voilà. Donc il y a des gros efforts globalement par les professionnels. J'ai pas en particulier là-dessus. Après, sur les aspects de la blanchisserie, là, c'est vraiment très lié à l'activité de blanchisserie. Moi, pour la mienne, qui sommes soumis à des normes RABC assez exigeantes, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour des questions totalement d'hygiène. Donc voilà. Donc après, c'est plutôt comme on va travailler sur des plastiques alors biosourcés. Ok, c'est une chose, mais là on est dans les prix. On n'est pas encore arrivé à des modalités économiquement intéressantes, mais c'est plutôt l'utilisation d'un plastique en partie recyclé. Voilà. Ça c'est donc avec jusqu'à quel niveau on peut aller, 25, 30, 40, 50% d'utilisation de plastique recyclé, avec une problématique qui m'a été évoquée. C'est qu'en fait, c'est la ressource après du plastique recyclé qui n'est pas non plus infinie. Donc en fait, vous avez aussi cette limite-là. C'est qu'on dit on va utiliser un plastique, un PE, un polyéthylène basse densité à base en partie de plastique recyclé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une ressource en plastique recyclé très importante. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a encore des questions? Plus de questions? Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venus assister si nombreux à cette table ronde. Je remercie bien évidemment mes intervenants pour leur expertise et le partage de leurs connaissances. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à discuter, échanger avec eux, que ce soit sur leur stand ou dans les allées du salon. Et voilà. Et merci à vous. Je vous souhaite une bonne visite et une très belle journée. Merci.